Le congrès électif de Djabir FC de Tandjouaré, le démarrage de la 3e édition du tournoi de la fraternité à Sioux dans le Douffelgou et la qualification des éperviers locaux pour le CHAN, championnat d'Afrique des Nations 2020, sont les articulations de cette édition. Puis nous irons à Fania pour découvrir le centre Africa Pro Foot Academy. Amis sportifs, bonjour. Merci de nous choisir pour l'information sportive nationale. Nous serons en compagnie de Lambert Buffalo, naturopathe et préparateur physique, le patron du cabinet Africa Fitness Time. Bonjour Lambert. Bonjour. Et l'Africa Fitness Time se porte très bien. Oui. Vous avez encore reçu du matériel pour vraiment sauver ceux qui ont adhéré. Oui. Très bien. Restez avec nous. Du football féminin pour démarrer. Djabir FC de Tandjouaré a renouvelé son instance dirigeante le week-end dernier. C'était à l'issue d'une assemblée générale ordinaire élective. Un bureau de 13 membres avec à sa tête Bifei Bondjaré a été mis sur pied pour veiller à la destinée de ce club féminin qui est arrivé 3e du dernier championnat national féminin. Chazna Baga. C'est la liste Nathan Mann, c'est-à-dire la fraternité de Bondjaré Bifei, qui est portée à la tête de l'équipe féminine de football Djabir FC de Tandjouar pour les 3 prochaines années. Composée de 13 membres, elle se donne pour principale mission de gagner le championnat national de football féminin de première division de la saison 2019-2020. Nous allons ramener la coupe ici à Tandjouaré. Nous serons les premier pour le championnat à venir dans le Togo. Ambition noble certes, mais des défis énormes se présentent en termes de finances, d'accompagnement physique et technique pour faire de Djabir FC une équipe professionnelle, une équipe gagnante. Nous demandons l'assistance de l'Assemblée qui nous a élus, qui nous avait confiance, de nous soutenir nuit et jour. Il peut y avoir des manquements, qu'ils nous complètent, qu'il nous rappelle, qu'il nous aide. Et enfin, le football évolue avec les moyens. Nous demandons aux sponsors, aux aînés de nous aider financièrement, moralement, pour que l'équipe FC féminine Djabir aille de l'avant. Je remercie le général Yak Damahan qui a fait tout pour que le football féminin marche dans notre préfecture, dans notre région. L'Assemblée générale élective a permis auparavant au bureau sortant de dresser le bilan de ses activités sur le plan moral et financier. Le maire de la commune de Tandjouar 1 et le secrétaire général de la préfecture ont promis accompagner la nouvelle équipe dirigeante pour qu'elle vole de victoire en victoire. Pour la dernière saison du championnat féminin de première division, Djabir FC de Tandjouar a fini 2e dans la zone nord et 3e au plan national. Oui, Lambert, donc c'est très intéressant de s'unir derrière un club. Tout à fait. Le ballon, comme je le dis, c'est une religion dans d'autres pays. Cela réunit beaucoup. Les jeunes qui sont là, il faut les recruter tôt et ça s'est bien passé. Et je suis content et fier de voir que le football commence à prendre vraiment de l'ampleur chez nous. Et c'est maintenant à tous les niveaux. Les filles le pratiquent également et les garçons. Donc c'est très bien pour nous que le foot. Il est temps que les talents du Togo aillent de l'avant et dans les autres pays pour aller conquérir d'autres pays et ramener les coupes et les compétitions dans notre pays ici au Togo. Voilà, Djabir FC en question est un club de dames, comme vous l'avez dit, c'est un club féminin. Donc on va passer par ce truchement pour que vous prodiguiez quelques conseils à ces filles qui veulent faire carrière en football. Oui.
ces filles qui veulent faire des carrières en matière de football, on doit les recruter aussitôt, hein, ces filles-là. Oui. Ce n'est pas à partir de 18 ans qu'il faut les recruter. À partir de 6 ans déjà, même 5 ans déjà, il faut les recruter. C'est là qu'on peut découvrir rapidement les talents. 18 ans pour les filles en matière de football, pour moi, c'est déjà presque trop tard. Donc, il faut recruter ces filles tôt. Et je pense qu'on a des compétences ici au Togo en matière de filles. J'en connais, hein, des filles qui aiment bien le football, qui jouent le football, oui. Parce qu'il y a la demande chez moi, hein, pour la préparation physique. Donc, ces filles-là, il faut vraiment les recruter tôt et il faut qu'il y ait tous les moyens nécessaires, financiers, physiques, tout et tout, pour que ces filles peuvent aller de l'avant. Donc, c'est important pour nous. Et je lance un appel à nos dirigeants, les présidents du club, les présidents des fédérations, que ces filles-là, il faut qu'on les aide afin qu'elles puissent aller de l'avant. Parce que quand quelqu'un a la tête bien posée, qui n'a pas assez de soucis, je pense qu'en matière de sport, ces filles-là peuvent faire beaucoup de choses. Donc on en a besoin ici, les filles qui peuvent aller dans les autres pays ramener la coupe ou les coupes ici au Togo pour la fierté nationale, parce qu'on en a besoin d'être ensemble pour aller de l'avant. Pour aller vraiment de l'avant, et sauf que dans leur désir d'aller de l'avant, oui. Il y en a qui prennent du poids. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Oui, ça dépend. Hein. Tous les athlètes, hein, quand on pratique une activité sportive de haut niveau et après la compétition, quand on laisse, on ne fait plus rien, on prend du poids. Même moi, si j'arrête complètement le sport, je peux prendre du poids facilement. Parce qu'on a soumis en fait le corps à un rythme non-stop, intense. Oui. Alors quand on relâche tout, le corps aussi se relâche. On va essayer de manger tout ce qu'on peut trouver sur la table et ça fait qu'on prend du poids. Mais ces filles-là, comme je le dis, on doit les recruter tôt parce que c'est des filles, elles vont aller se marier après. Il faut rapidement, déjà à 25 ans, 30 ans, elles ne doivent plus être sur le terrain de football. Parce que de nos jours, le football devient très technique, très intense, qu'il faut commencer tôt. Et 12 ans déjà de compétition nationale et internationale pour les garçons et que les filles, c'est déjà suffisant pour avoir une carrière internationale et arrêter pour pouvoir faire reposer son corps. Mais si on en trouve qui peuvent aller au-delà, qu'est-ce que... Non, une fille qui veut aller en matière de football, une fille qui veut aller au-delà de 35 ans, ce n'est pas conseillé médicalement. Les hommes, même les hommes aujourd'hui, le mieux c'est de prendre la retraite rapidement. Mais si vous avez les os comme Roger Mila et autres, vous pouvez aller à 42 ans. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux arrêter déjà à 35 ans. Comme Eto'o Fils et Didier Drogba, ils ont déjà accroché le maillot. Oui. Donc il faut savoir arrêter à temps pour profiter pleinement de son organisme, de la vie et tout et tout. Donc ces jeunes femmes, moi je dis, elles ne doivent pas aller au-delà de 30, 35 ans. Non, ce n'est pas conseillé pour les femmes. Très bien. On pense que vos conseils sont passés dans de bonnes oreilles. On souhaite donc bonne chance à cette équipe Djabir FC de Tandjouari pour la saison sportive qui a démarré. Samedi dernier a démarré à Sioux dans la préfecture de Doufergouf le tournoi de la fraternité. La compétition qui est à sa 3e édition regroupe les équipes des différents villages du canton de Sioux. Nestor Mouzou était à l'ouverture. Voici son reportage. Le choix est tombé sur les équipes de Koko et Badidougou pour ouvrir la 3e édition du tournoi de la fraternité à Sioux. À ces deux équipes s'ajoutent 12 autres. Pour la première édition, peu d'équipes avaient participé. À la deuxième, la compétition a enregistré 10 équipes. 14 équipes pour la 3e édition sur les 16 villages que compte le canton de Sioux, c'est dire que la mayonnaise a pris. Le tournoi est une initiative d'un fils du canton pour amener les populations de Sioux en général et les jeunes en particulier à cultiver l'esprit du vivre ensemble. Nous sommes à la 3e édition, et une 3e édition assez spéciale parce que nous la plaçons sous le signe du regroupement et surtout pour soutenir, dire merci aussi à la politique du chef de l'État, surtout au PND qui a instauré ce programme national du développement qui vise surtout la jeunesse. Et ici, nous mettons en action surtout la jeunesse autour du ballon rond et nous les considérons aussi comme des points focaux par lesquels ce message peut vraiment passer pour atteindre les populations. Nous voulons à travers ce tournoi propager le message de fair play et surtout encourager
l'esprit du vivre ensemble, et les idéologies de paix, de réconciliation nationale et surtout de solidarité. Les autorités de la préfecture de Doufelgou soutiennent cette initiative et espèrent qu'elle va se pérenniser. C'est une initiative à encourager parce que le football réunit, c'est le tournoi de la fraternité, donc c'est également un signe de cohésion sociale. Nous savons que c'est les mots qui sont les plus chers au chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazini Manyasingbe. Donc nous lançons un appel auprès des autres cadres des autres cantons de la préfecture à emboîter les pas pour qu'un jour on puisse assister à un tournoi de la préfecture tout entière. Cette première confrontation entre Badidougou et Koko a été un match à sens unique. Les jaunes et bleus de Badidougou ont marqué les buts comme on enfile les perles. L'équipe de Koko a connu un véritable naufrage. 10-0, c'est le score du match. Badidougou a fait donc forte impression. Les autres équipes sont averties. La finale de la 3e édition du tournoi de la fraternité à Sioux sera jouée le 19 décembre prochain. Un score comme on n'en a jamais vu, 10-0, cela ne se passe pas tous les jours. On va dire que les amis ont du pain sur la planche. Oui, 10-0. J'aimerais que ce soit le Togo qui aille ailleurs dans une compétition internationale et battre une équipe comme ça, 10-0, pour revenir. Et nous allons rentrer dans l'histoire. C'est ça, oui. Donc pour ces jeunes-là, c'est bien fait. Ouais. Je lance encore un appel à nos autorités de tout faire pour que, ici au Togo, que nous ayons des terrains synthétiques bien adaptés pour pouvoir jouer le football. Ceux qui nous écoutent, nos autorités, je sais qu'ils ont la compétence, ils peuvent le faire, de nous aider à avoir des terrains adéquats pour que tous ces jeunes-là aillent de l'avant, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être un footballeur de haut niveau et faire une fierté du Togo et notre pays. Vraiment, ils rêvent, et si des fois l'état de la pelouse aussi fausse les résultats. Hein? Donc, tout à fait. Si la pelouse était peut-être bonne, ce serait 10-1 ou 10-2. Mais là, comme vous l'avez dit, on pense que les cadres du milieu pensent vraiment à mettre un terrain digne de ce nom, cette zone-là. Oui. Et on passe par là pour saluer la veine des populations de Siouf dans le Doufelgou. Oui, l'information de la semaine, Lambert. Oui. Et la qualification des éperviers. Oui, j'ai eu la chance d'accompagner les éperviers pour aller au Sénégal. Oui. Et encore une fois, je dis merci à la fédération de la main tendue. Et on a vu des jeunes qui se sont battus là-bas, des athlètes qui se sont battus. Ils n'ont pas eu l'expérience pour jouer ce genre de compétition, mais là, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour être là. Je profite aussi d'occasion pour remercier aussi l'entraîneur, le patron à Balo, de l'effort que tout le staff avait fourni au Sénégal pour qu'il y ait une qualification, le dernier que vous avez vu tout dernièrement au Nigeria. Donc je pense que le travail commence maintenant. C'est pas parce qu'on est qualifié qu'ils doivent rester sans rien faire. Non, c'est maintenant que commence le vrai travail. Et je crois qu'il y a des compétences au niveau de la fédération, des gens rigoureux, sérieux, sincères, qui peuvent amener notre équipe plus loin encore. Très bien. Un match retour compte pour le deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2020. Les éperviers ont décroché samedi leur billet à Lagos face aux Super Eagles du Nigeria. La défaite 0-8 contre 2 des éperviers locaux ne les a pas empêchés de se qualifier, puisqu'ils l'avaient déjà emporté à domicile à l'aller 4 buts à 1. Les images du résumé de cette rencontre Nigeria.
Oui, voilà, Lambert, il faut dire qu'à travers ce résumé, ça nous montre que ça n'a pas été facile de pouvoir d'arriver à concéder 2 buts, sinon il devait y avoir plus. Tout à fait. Ça n'a pas été facile parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe en face aussi ne dort pas, ne dormait pas. Donc c'est un match, c'est un jeu, c'est ça. Quand on se retrouve pour une compétition, il faut qu'il y ait forcément un gagnant. Donc, ils ont marqué 2 buts, mais mes frères, en quittant d'ici, ils le savaient très bien que ça n'allait pas être un match facile. Et ils ont donné, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont été meilleurs et je pense que ça va les servir beaucoup de leçons d'expérience à la prochaine fois de regarder la vidéo et étudier bien l'adversaire. Ça c'est très important, il faut étudier l'adversaire avant de se retrouver à la compétition, voir comment l'adversaire réagit, quels sont ses points forts, les points faibles. Une fois que tout ça est étudié, je pense que l'entraîneur il est compétent, M. Abalo est compétent de faire tout le reste du travail derrière et aussi aux joueurs d'être aux normes, aux conditions demandées par le staff pour qu'ils puissent aller de l'avant. Mais ça n'a pas été du tout facile pour mes frères. Mais félicitations et chapeau encore une fois pour les éperviers. Voilà, félicitations encore une fois pour ces éperviers locaux qui ont fait rêver tout un peuple. Voilà. Maintenant la qualification est là, ce qui reste maintenant c'est la compétition elle-même. Oui, comme je le disais, la compétition qui nous attend là-bas au Cameroun, je pense que les miens ne doivent pas dormir. Il faut qu'ils commencent dès maintenant à se préparer. Juste après le repos, il faut qu'ils se préparent. En conséquence, moi je dirais même qu'à partir de la semaine prochaine, déjà aux 4 semaines déjà, il faut commencer à se préparer, à étudier toutes les équipes qui vont rencontrer de l'autre côté là-bas, étudier c'est des stratégies qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est la personne qualifiée. C'est Abalo qui est qualifié, M. Abalo est qualifié pour faire ce genre de choses, pour que les joueurs aient une idée de là où ils vont et la tâche qui les attend. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est des éperviers locaux, ça il faut le dire. Ils n'ont pas l'expérience, c'est maintenant qu'ils commencent à aller. Donc on doit mettre toutes les stratégies à leur côté, étudier l'adversaire, ça c'est très important, et respecter toutes les conditions de compétition de haut niveau pour aller de l'avant et aller rapporter la victoire ici au Togo. On croise les doigts pour eux. En tout cas, ça va être difficile, mais nous prions pour les accompagner. Et on pense bien qu'on fera quand même une bonne première participation au Chanet. Tout à fait. C'est notre souhait. On va enchaîner maintenant avec la joie des éperviers, juste, ça dit, après leur qualification la dernière fois.
Oui, voilà ce qu'il faut après un dur labeur. C'est ce qu'il faut. Lors des compétitions comme ça, quand on gagne, on est soulagé. En fait, il ne faut pas oublier que les athlètes qui jouent, ils ont la pression sur les épaules, hein. Ça il ne faut pas oublier. Moi quand j'étais au Sénégal, j'avais vu ça, la pression que nous en avons. On était surpris de voir aussi des gens qui sont venus nombreux pour nous soutenir, c'est important. Donc les athlètes qui jouent là, ils ont beaucoup de pression. Quand ils gagnent, ils sont soulagés et ils expriment leur joie, donc c'est tout à fait normal. Mais quand on perd, le football est comme ça. Quand vous perdez, vous êtes pas bien traité, mais quand vous gagnez, on vous traite bien. Bon, c'est un jeu et on fait avec comme ça. Voilà, toute la délégation qui s'est enjaillée. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu tout le monde là-bas, beaucoup de visages mais familiers, et ils s'amusent bien. Et c'est très bien parce qu'on en a besoin pour aller de l'avant, pour ce genre de compétition, oui. Voilà. Et ils avaient été accueillis en héros à leur retour à Lomé. Les éperviers locaux ont été accueillis par le ministre en charge des sports, les membres de la FTF et puis les supporters qui sont sortis nombreux. C'était dimanche dans la matinée à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema à Lomé. Ambiance festive pour accueillir les héros nationaux du jour. Les éperviers locaux avec dans leurs valises le ticket du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 sont de retour au Bercail. Une qualification historique pour le Togo qui disputera pour la première fois le CHAN au Cameroun. Sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, l'équipe locale est accueillie par le ministre en charge des sports, porteur d'un message du chef de l'État, Foresozimna Gnassingbé. Nous voulons vous dire, au nom du président de la République qui nous a dépêchés ici et du Premier ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous présentons les félicitations des plus hautes autorités du pays. Félicitations d'abord à la Fédération togolaise de football. Félicitations à toute l'équipe technique et particulièrement le coach. Félicitations à vous parce que c'est vous qui nous avez offert cette bonne occasion. De l'aéroport international Gnassingbé Yadema, les éperviers locaux ont fait escale au siège de la Fédération togolaise de football. Là aussi, ils ont reçu un accueil chaleureux. Si vous observez très bien ce match, c'est vrai, vous avez fait d'efforts, vous avez joué, vous êtes défendu, mais si vous observez avec des yeux d'un voyant, il y a quelque chose qui a donné un plus à cette qualification. C'est Dieu. Donc je voudrais que chacun de vous, dans sa maison, allez remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Je voudrais particulièrement remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour que vous soyez à ce niveau aujourd'hui, pour que le football togolais soit à ce niveau aujourd'hui. Mon merci aussi va au coach à Ballon. C'est vrai, en tout temps j'ai mis un peu une petite pression et je vois que cette pression a porté ses fruits. Mais je sais que tu as de la qualité. Merci à tout le staff pour votre dévouement. Les éperviers locaux ont tenu leurs promesses. Ils ont obtenu leur première qualification pour le CHAN Cameroun 2020. On a été vraiment soutenus, on a senti qu'il y avait du soutien derrière nous. Donc ça nous a vraiment motivés. La dernière fois, lors de votre visite à l'hôtel, on nous avait promis qu'on n'allait pas trahir le peuple togolais, qu'on n'allait pas décevoir le peuple togolais. Donc on l'a fait. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu et par la prière de tout le monde, on a réussi à arracher la qualification. Donc c'était ça le plus important. Et le plus dur du travail est encore devant. Et nous allons continuer à travailler pour porter encore plus haut le flambeau du Togo. Le Togo se qualifie donc pour le CHAN 2020. C'est à l'issue d'un match âprement discuté samedi dernier au Nigeria. Les éperviers ont perdu le match avec 2 buts marqués par les Super Eagles. Malgré cette défaite, Abalo Dossé et ses protégés passent grâce à la large victoire au match aller 4-1 à Lomé. Wow.
Et voilà, Lambert, il faut noter que avant qu'ils ne partent même pour le Nigeria, le ministre était déjà avec eux pour les pousser à la victoire. Et ça s'est réalisé et il n'a pas manqué de les accueillir encore pour les féliciter. Ça fait quand même rehausser le moral à ces joueurs qui vont se donner encore davantage les occasions à venir. Oui. Ce que le ministre a fait avec le président de la fédération, c'est salutaire. Il faut donner la niaque, il faut donner la rigueur. Quand je vais... Moi, je suis militaire. Quand je vais à un combat, à une guerre, et que je vois le général qui se présente devant moi, ça me donne le courage de gagner la guerre avant de revenir à la maison. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils sont des généraux qui se sont présentés devant les joueurs. Et voilà, ça les a donné la force et le courage d'aller défendre le pays. Donc, ils ont bien fait, le président de la fédération et le ministre, ils ont bien fait d'aller motiver les jeunes au départ, et au retour ils l'ont encore fait. Je pense que là-bas tout le monde se sent concerné, que bon, je suis soutenu par les autorités. Quand les autorités vous soutiennent, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de montrer de quoi vous êtes capable et apporter la victoire au pays pour que tout le peuple togolais ou la population togolaise ait une bonne fête comme ils l'ont là. La fête a été très belle et je suis fier. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au Cameroun. Après on va encore célébrer la victoire. Tout à fait. Et puis cette portion du président de la fédération qui reconnaît avoir mis une fois la pression sur le coach, mais aujourd'hui le résultat est là. Oui, c'est très bien. Oui, vous savez, le patron reste toujours le patron. Quand vous travaillez avec le sérieux, le patron, il voit les points faibles et il voit aussi les points forts. Parfois, le patron va aller au-delà pour qu'il y ait un bon résultat. Il a avoué lui-même qu'il a mis un peu de pression, mais la pression qu'il a mis à M. Abalo, ça a donné aussi le résultat aujourd'hui. Donc, je pense que, à mon humble avis, tout a été bien fait, bien joué, bien calculé, et voilà la victoire qui est là. Donc, si on peut de temps en temps mettre la pression comme ça pour que le staff ou tout le monde puisse se mettre dans la danse et aller décrocher les victoires pour revenir, je pense qu'il faut le faire tout le temps. de toutes les manières, ce que tout le monde cherchait est arrivé. Voilà. Maintenant, on peut que féliciter les uns les autres et fêter la victoire là. Tout à fait, c'est déjà fêté. Le capitaine aussi qui rassure, qui va travailler, comme vous l'avez souhaité tantôt, va travailler quand même pour la phase finale. Oui, pour moi, le plus dur n'est pas encore fait. Le plus dur, c'est le Cameroun. C'est bien, on a eu le billet pour le Cameroun. Maintenant, il faut être concentré sur l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est ça qui va se passer au Cameroun. Alors, si les éperviers locaux peuvent encore faire rêver les Togolais, la population togolaise avec le football, je pense que ça sera bien. Tout le monde va vibrer derrière son petit écran et on va les accompagner pour que tout soit bien là-bas, en rose et bien déroulé pour eux. Donc, on croise les doigts et on prie pour eux pour que ça aille de l'avant. Tout à fait. Donc, oui, il est super bien qu'on voit encore à l'écran. Ce match fatidique, c'était comme... Parce que c'est pas facile aussi de garder sa cage, parce que s'ils en prenaient juste 3 buts à 0, c'est fini. Oui. Ce qui m'a plu là-bas pour cette compétition, ce ne sont pas des internationaux, c'est des locaux qu'on a. Bon, le choix a été bien fait par l'entraîneur, donc en fait il les connaît. Quand à force de côtoyer les joueurs, on sait qui peut faire quoi. Donc le choix a été bien fait, les joueurs, les tactiques, tout était là. Donc aujourd'hui, je vois que sa stratégie a fonctionné. On ne change pas une équipe qui gagne. Si c'est M. Abalo qui va faire qu'on va ramener toutes les coupes ici au Togo, mais il faut qu'il reste là-bas pour qu'on ramène tout. Ou bien les stratégies qu'ils ont utilisées pour pouvoir gagner, il faut qu'ils continuent à faire la même chose. Tout à fait. Donc le Nigeria a été battu 3 fois de suite par le Togo. Tout à fait. Au niveau des sélections locales. Le match allé ici, c'était le 23 septembre. Tout à fait. Puis à l'UFOAB, vous les avez également matés. Maintenant, on se qualifie, même si nous avons battu 2 buts à 0 à Lagos. Allons donc à Afania, vous connaissez la localité? Afania Gleta, ça c'est mon village natal. Ah, il y a vraiment. Il y a une coïncidence. Donc la page des éperviers locaux fermée, on va faire un tour à Afania. Allons donc à la découverte de
la formation au centre de formation en football à Fagna avec Africa Pro Foot Academy. Des jeunes joueurs accourent tant le travail qui s'y fait est de qualité. Un centre qui produit les éléments pour étoffer les effectifs des clubs togolais et qui répond aux attentes des apprenants du milieu. Claude Amar. Au sein de l'AFPA, entendez Africa Pro Foot Academy d'Afagna en maillot jaune, figurent 4 joueurs hors pair qui se démarquent du lot de par leur talent. Il s'agit de Adjakli Boris, attaquant. Badiam Victorien, attaquant. Les jumeaux Sohouin Yaovi, milieu récupérateur, Sohouin Yaogan, défenseur. Ces 4 jeunes joueurs qui s'adonnent à cœur joie à leur sport favori ne nourrissent qu'une ambition. Je veux devenir comme les Cristiano, les Messi. Mon premier objectif, c'est de jouer au football. C'est vraiment ma passion de jouer au football. Vraiment, j'aime ça et je veux le faire. Comme Emmanuel Chéa Adebayor. J'aime le football parce que je vois les gens jouer comme le Kanté, ça me plaît. C'est un joueur qui a du talent, donc je m'intéresse beaucoup au foot. Je veux devenir comme un grand joueur, les Cristiano et les N'Golo Kanté et les Ousmane Dembélé. Comme ils jouent, ils défendent bien aussi, donc j'aime les aussi. Samedi 28 septembre, sur le terrain du lycée d'Afagna, ils ont une fois encore démontré de quoi ils sont capables à travers un match amical contre la formation de Galaxy FC en rouge. Malheureusement, les jaunes de l'AFPA perdent la partie 2-1. Cette défaite n'enlève en rien la détermination de ces jeunes à émerger. Malheureusement, on a chuté, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du travail. Il faut qu'on continue encore pas bosser dur et puis dans les années à venir, on espère faire encore mieux. Même gagner même ces équipes-là jusqu'à 5 buts, 4 buts, 8 buts d'écart même, c'est possible. Parce que comme le fait le Barça, on peut le faire aussi. Il nous faut travailler dur et puis ça va aller. Conscient de l'enjeu, leur entraîneur et formateur Frédéric Badiam n'entend pas dormir sur ce laurier. C'est des joueurs très techniques. Adjakli, c'est un jeune joueur de 18 ans, 18-19 ans, que j'ai pris ici à l'âge de 10 ans. Donc, tout récemment, il a joué avec AC Foot en tant qu'attaquant aux côtés de Famad Taoufik. C'est un garçon qui est très intelligent. Il est très intelligent dans son déplacement et il est également technique, très technique. Et bon, vous avez vu aujourd'hui, il aurait pu scorer. Seulement, il a été tellement trop rassurant par rapport à sa technique que sur sa première action pour lui, c'est déjà rentré. Victorien, lui, bon, il a une bonne taille, il a un physique impressionnant. Et il est très bien en jeu de tête. Donc si il continue par travailler dur, je crois que comme il rêve d'être comme Chéhi, bon, c'est le travail, hein, parce qu'on ne devient pas Chéhi n'importe comment. Il faut travailler dur et nous allons travailler dans ce sens-là. Eux, ils sont des jumeaux. Ils sont des jumeaux. Vous voyez, quand vous les regardez, vous ne pouvez pas distinguer qui est qui. Ils sont tellement techniques. Ils sont techniques, calmes, rassurants, et très intelligents sur le terrain. Donc, ils ont tous les 4 joueurs, ils ont tous une marge de progression. C'est ça qui est intéressant. Ils peuvent progresser. Donc, il suffit qu'une chance leur soit donnée pour qu'ils puissent devenir de très bons joueurs, d'abord au pays, avant de rêver un jour s'ils veulent jouer à l'extérieur. Mais pour y parvenir, il faut l'apport de bonne volonté, d'où
un appel à leur endroit. Notre ambition, c'est de les voir un jour à la télé en train de prouver qu'ils sont des joueurs. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Et c'est dans ce sens-là que nous continuons par leur donner des conseils et travailler, leur faire comprendre qu'il n'y a rien d'autre que le travail. C'est le travail qui permet de franchir les étapes vers le haut. S'ils manquent de travailler, ils ne peuvent pas aller loin. Donc, ils vont continuer par travailler. Et bon, s'il y a aussi des clubs qui les veulent, on ne pourra pas refuser. On les cédera pour qu'ils acquiescent davantage d'expérience parce que c'est très important. Actuellement, ils sont au centre. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut qu'ils soient en contact avec de très grandes compétitions pour mieux acquérir de l'expérience. Vivement que ce cri de cœur du coach Frédéric Badiam fasse école pour permettre à ces jeunes joueurs de réaliser leurs rêves et pourquoi pas porter la tunique jaune des éperviers un jour. Merci pour tout. Et voilà, à travers ce sujet de nos jeunes frères d'Afanya, on a encore découvert ces phrases. Je veux jouer comme Messi et Ronaldo et chacun a cette ambition. Des initiatives comme celle-là doivent être saluées. Et je pense qu'aujourd'hui, partout au Togo, à Lomé, sur notre territoire, il faut qu'il y ait des écoles de football. Il faut qu'il y ait des préparateurs, comme des formateurs, des coachs comme lui là dans mon village. Oui, Frédéric je ne le connais Badiam. pas du tout. Oui, Badiam Frédéric, je ne le connais pas du tout, mais pourtant c'est mon village là-bas. Oui, je t'apprends qu'il est directeur de CG dans la localité. Je vais aller le mais voir. il est aussi coach. Il a la licence BCAF. Ok, je vais aller le voir parce que c'est mon village là-bas. Donc, je dis un big up à mon frère de ce qu'il fait là-bas à Fagnaglita et la télévision, c'est encourageant. Quand la télévision nationale se déplace pour aller là-bas, ça donne une motivation à tous ces jeunes-là qui sont là-bas et même à leurs parents à la maison. Les parents vont dire, mais j'ai vu mon fils à la télé. Donc c'est du sérieux. Ça va faire que ces jeunes-là vont avoir de l'ambition pour aller plus loin. Ils ont tous des rêves dans la tête et parce qu'ils citent des grands joueurs là-bas. Donc je pense que c'est bien et félicitations à mon frère qui vient de créer cette école là-bas. Il faut en avoir plusieurs sur notre sol au Togo. Tout à fait. Mais Lambert, quand tu étais encore petit, il n'y avait pas un centre là-bas, je crois. Non. Quand moi j'étais petit, il n'y avait pas un centre de football là-bas, pas du tout. Peut-être que ça faussait les calculs, sinon tu devais devenir grand joueur aujourd'hui, on ne sait jamais. Bon, peut-être oui, s'il y avait un centre de sport là-bas, peut-être j'allais devenir grand joueur, je ne sais pas, mais à l'époque il n'y en avait pas. Il ne faut pas oublier que moi j'ai quitté le Togo, ça fait 25 ans. Que tu as quitté là-bas. Oh oui, donc ça fait très très longtemps, très vieux. Tu peux raconter la route quand même qui y va? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bon. Donc voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Le football prend de l'ampleur dans tous les coins et Afanya n'est pas épargné à travers ce centre Africa Pro Foot Academy. Ces jeunes s'essayent et puis il y en a qui déjà monnaient leur talent dans les clubs du Togo. Donc, c'est comme ça commence en Occident. Les jeunes commencent là-bas 5 ans, 8 ans, 10 ans. Déjà, on les voit très très à l'aise avec le football. Si on fait la même chose ici au Togo, je vous dis, on a beaucoup de talents au Togo. L'Africain est talentueux. Il faut donner un peu de moyens à l'Africain, au Togolais, vous allez voir. Lors de mes voyages, j'ai voyagé beaucoup lors de mes voyages dans les autres pays, mais je découvre des Togolais qui sont des cadres, des talentueux, des artistes où les gens apprécient beaucoup, mais dans leur pays ici précisément, on ne les voit pas trop. Mais moi, je les ai vus en Chine, en Russie, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, où moi j'ai fait le tour, mais j'ai vu des Togolais talentueux là-bas. Je pense qu'il est aussi temps de tendre la main à ces talents-là, à ces talentueux de revenir au Togo, montrer, former de quoi ils sont capables aux jeunes, parce qu'il faut montrer la voie pour que la relève doit être assurée aussi. Voilà. Et ces jeunes pensent travailler dur pour atteindre leurs objectifs, mais travailler dur, cela nécessite aussi un accompagnement côté leur santé à travers la nutrition. Oui, vous savez, le football aujourd'hui, c'est un gros business, mais avant d'en arriver là, il faut vraiment travailler. Et non, on ne reste pas au salon pour devenir, comme ils disent, Ronaldinho ou bien Adebayor, on ne reste pas au salon pour devenir Adebayor. Il faut vraiment bosser, il faut travailler dur. Mais l'enfant qui décide de faire des parcours comme ça, il faut qu'il y ait des gens, un staff
technique, derrière, moi je le dis toujours, niveau, c'est-à-dire financier, intellectuel, physique, et même au niveau des alimentations pour aller de l'avant, parce que quand l'enfant ou les jeunes athlètes fournissent autant d'efforts comme ça et que l'alimentation ne suit pas, d'autres craquent après. Donc le bon carburant, c'est l'alimentation, ça il ne faut pas oublier. Donc ces jeunes-là, il faut bien les nourrir et bien les entraîner, bien les former, et ils sont capables de défendre le Togo comme cela se doit. Parce que ça va nous servir quand même de faire un tour à Fania dans les jours à venir. Moi, je vais aller même dans mon village la semaine prochaine pour rencontrer déjà M. Frédéric. Très bien. C'est ça, je voulais venir parce qu'il faut que tu les rencontres, que tu rencontres le promoteur de ce centre-là. Oui. Que à deux, vous voyez ce que vous pouvez faire pour vraiment conseiller ces enfants du point de vue de leur nutrition. Parce que... Ensemble, on est fort, mais seul, on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, nous sommes, c'est-à-dire, pour le football, nous avons besoin de tout le monde. Pas seulement le football, hein, pour tout, pour les autres sports, et on a besoin des autres talents pour pouvoir aller de l'avant, parce que une seule personne ne fait pas l'équipe. Une seule personne ne peut pas jouer ou bien faire le rôle que l'équipe fait. Non, il y a le gardien, défenseur, autre, tout le monde. Il y a aussi les stars de l'ombre, ceux qu'on ne voit pas, des conseillers, des gens qui font le massage, c'est-à-dire les kinés, autres, le staff. On a besoin de tout ce monde-là pour faire avancer le football. Donc, je pense que c'est, comme moi je le dis, ensemble, on peut aller plus haut. Oui, surtout qu'à Fania, on a la chance quand même de manger naturel. Oui, ça c'est vrai. Dans nos villages, dans nos villages aujourd'hui... Bon, c'est une ville maintenant. Hein. Oui, c'est un chef de préture. Oui, dans mon village, on a la chance de manger bio, naturel. Et dans les autres villages aussi. Hein. Donc, je pense aujourd'hui que quand on a la chance, sans vous mentir, on a la chance de manger organique au Togo que les autres pays. Par exemple, le Sénégal ou le Gabon. Ici, le Togo, on ne le sait pas encore, mais le Togo a de la chance encore. On est béni des dieux parce que les fruits naturels, on en trouve partout. Mais dans les autres pays, les fruits naturels, on n'en trouve plus. Hein. Donc, je pense qu'il faut... Moi, je suis un défenseur de la nature. Il faut préserver la nature pour pouvoir aller de l'avant. Vous êtes un naturopathe préparateur physique. Oui. Vous êtes au complet. On est pratiquement à la fin de cette émission. Un conseil? Un conseil. L'union fait la force. Soyons unis et allez de l'avant. Très bien. Merci. Soyons unis et pour aller et de l'avant. C'est cette phrase de Lambert Buffalo que prend faire cette édition. Merci à vous d'être restés à notre compagnie. Restez branchés sur la première du programme. C'est possible. Bon après-midi à tous. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chômage, le sous-emploi, l'inadéquation emploi-formation sont des problèmes qui touchent les sortants
de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Le 27 septembre dernier, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation a publié le rapport de suivi des sortants, aussi bien du ministère de l'enseignement supérieur que celui de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Quels sont les résultats, quelles sont les recommandations à l'endroit des autorités et les autres parties prenantes du système? Eh bien, c'est le contour du sujet au centre de l'émission Débat Éducation. Débat thématique avec un invité, c'est dans un instant. L'invité qui va nous permettre d'explorer, de donner les résultats, de commenter les recommandations, il s'appelle professeur Akapo Noumado Syriac, que nous vous présentons dans ce petit reportage. Le professeur Syriac Akapo Noumado est enseignant-chercheur, docteur en lettres et sciences, maître de conférences à l'université, président de la commission LMD de l'Université de Lomé, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Il vient d'être promu au poste de directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation. Bien, fidèles téléspectateurs, vous avez maintenant une idée plus claire de notre invité, qui n'est plus à présenter parce qu'il est passé quand même plusieurs fois dans plusieurs émissions à la télévision togolaise. Monsieur le professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Marcel, et c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez chaque fois de communiquer avec tout le peuple togolais. C'est ça. Félicitations pour votre nomination au poste de directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation. Merci, merci pour les compliments. Ok. Alors, le 27 septembre dernier, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation que vous gérez depuis quelques années déjà a rendu public le rapport. Mais bien avant ce rapport, vous avez conduit la même étude en 2013. Avant que nous ne touchions les résultats de la première comme de la deuxième étude, je voulais que vous clarifiez pour les téléspectateurs les concepts d'efficacité interne et de l'efficacité externe, puisque ce que nous allons dire touche effectivement un type d'efficacité. Évidemment, ce que nous allons dire touche essentiellement la notion de l'efficacité externe du système éducatif. Bien, alors vous avez souhaité que je parle aussi en même temps de l'efficacité interne et j'ajouterai aussi l'efficience. Ça fait donc trois concepts importants pour un système éducatif. L'efficience, c'est la relation qui doit exister entre les ressources mobilisées, leur utilisation et les résultats qu'on obtient du système éducatif. Alors, un système est efficient si on arrive à utiliser de façon optimale les ressources mobilisées en termes de ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines, pour obtenir de bons résultats. Un taux de rendement très élevé qui ne doit pas, en principe, venir en deçà des 80%. L'efficacité interne désigne donc à l'intérieur d'un système éducatif les taux de promotion, les taux d'évolution des apprenants d'un niveau vers un autre niveau, les taux de transition d'un cycle vers un cycle supérieur. Et l'indicateur que nous considérons souvent, c'est les taux de réussite aux différents examens, que ce soit les examens au niveau des classes ou les examens nationaux. Et un système est efficace sur le plan interne si ces taux de réussite aux différents examens sont bons, c'est-à-dire au moins 80%. Si c'est en deçà de 80%, le système n'est pas efficace au niveau interne. Alors le troisième concept qui désigne l'efficacité externe, c'est la relation qui doit exister entre le système d'enseignement et son environnement, qui est le pays et la région. Donc un système est efficace au niveau externe si l'environnement direct de ce système d'enseignement arrive à absorber les connaissances produites par le système et les ressources humaines qui sortent également de ce système d'enseignement. Donc lorsqu'un système fonctionne, produit des connaissances, produit des ressources humaines qualifiées, diplômées, et que l'environnement de ce système n'arrive pas
à utiliser ses connaissances, n'arrive pas à consommer ses ressources humaines pour se développer, pour se transformer, alors le système n'est pas efficace. Il y a problème, ils vont importer ces ressources humaines et ces connaissances d'ailleurs. Voilà. Et ce qui peut arriver, c'est qu'un système peut être bien efficient, c'est-à-dire on utilise très bien les ressources mobilisées, on obtient de bons taux de promotion, donc chaque année les élèves évoluent vers des niveaux supérieurs du système d'enseignement. Les élèves obtiennent en grand nombre les diplômes prévus dans le système, mais quand ils sortent du système, eh bien, ils ne sont pas utiles. Ils ne peuvent pas être utilisés par l'environnement, par le système économique, le système de production qui est là. Les connaissances que produit le système ne sont pas adéquates avec l'environnement et les besoins de développement. Là, le système est efficace sur le plan interne, il est efficient, mais il n'est pas efficace sur le plan externe, parce qu'il n'apporte pas une plus-value à son environnement direct. Tout à fait. Bien, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de comprendre pourquoi nous avons estimé que notre invité clarifie tous ces concepts. Je l'ai dit au début de mon introduction, 2 études ont été conduites par le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation sur financement du PERI 2, projet éducation et renforcement institutionnel. Et on voudrait maintenant savoir, monsieur le professeur, on voudrait savoir dans quel cadre, pourquoi vous avez jugé nécessaire de conduire ces 2 études, parce que cette pratique nous paraît nouvelle dans le système. Effectivement, nous n'avions pas l'habitude d'évaluer. Voilà. Je vais généraliser un peu. Nous n'évaluions pas auparavant nos politiques éducatives. Vous savez, la réforme, par exemple, la réforme de 1975, elle a été mise en œuvre, elle n'a jamais été évaluée. Les autres politiques qui ont suivi n'ont pas subi d'évaluation non plus. Mais à partir de 2010, avec l'élaboration du premier plan sectoriel et la mise en place des indicateurs de suivi, eh bien, on a inséré dans les indicateurs de suivi cette enquête de suivi professionnel, permettant périodiquement d'apprécier l'efficacité externe du système d'enseignement. Donc la première enquête, comme vous l'avez dit, a été conduite en 2013 et a concerné les diplômés de 2008, puisqu'on laisse 5 ans pour voir, pendant les 5 années, que sont devenus les diplômés. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent dans le secteur correspondant à leur diplôme obtenu? Ou bien est-ce qu'ils poursuivent les études? Ou est-ce qu'ils sont au chômage? Ou est-ce qu'ils sont inactifs? Et comme je l'ai dit, c'est à partir de 2010 qu'on a institué comme élément dans le mécanisme de suivi de la mise en place du plan sectoriel cette enquête. Donc cette année, nous avons conduit la 2e enquête qui nous a permis d'enquêter auprès des diplômés de 2013-2014 qui ont aussi eu 5 années pour aller soit sur le marché de l'emploi ou bien pour continuer les études. Donc ça nous permet régulièrement d'apprécier l'efficacité externe du système, de voir si tous les investissements qui sont mis en place dans le système éducatif pour améliorer les conditions d'accès, améliorer les conditions d'accueil des apprenants, améliorer la qualité des curricula, améliorer les conditions de formation, etc. Si tout ce financement est utilisé et apporte un plus à l'environnement, à notre pays. Tout à fait. Donc tous les milliards qui sont dépensés pour former des diplômés, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que les diplômés contribuent au développement économique et social du pays? C'est un peu l'interrogation qui est cachée derrière cette enquête de suivi professionnel que nous faisons. Tout à fait. Le 27, avant qu'on arrive au rapport que vous avez publié le 27 septembre dernier, le premier rapport, celui de 2013 dont vous venez de parler, a révélé de toute façon que pratiquement 73% des sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique ont opté pour des filières moins porteuses sur le marché du travail, le commerce, l'administration, le droit, les sciences sociales, les lettres et arts. Quel commentaire faites-vous? Oui, c'est un résultat qui est alarmant. Et qui a permis de faire des réglages. Vous allez remarquer qu'après 2013-2014, il y a eu beaucoup de sensibilisation sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle. On a même commencé à redynamiser, si on peut le dire ainsi, le service d'orientation nationale, parce qu'on a constaté que beaucoup d'étudiants
n'ont pas les informations qu'il faut pour faire des choix adéquats, des choix de filières qui peuvent les amener vers des emplois dont on a besoin. Donc ils vont vers les lettres sciences humaines en grand nombre. Voilà. Et les filières qui sont porteuses, qui sont identifiées, n'accueillent pas beaucoup d'étudiants. Il y a un autre problème aussi, c'est la question de l'offre et de la disponibilité de l'offre de formation. Nous avons remarqué aussi à travers cette étude que l'offre de formation est plus centralisée vers les formations générales. Déjà, si nous considérons le secondaire, puisque l'enseignement technique se développe aussi beaucoup au niveau secondaire, on va voir que nous avons plus d'offres de collèges d'enseignement général, nous avons plus de lycées d'enseignement général que de collèges et de lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. Donc il y a ces problèmes qu'il faut commencer par régler. Dans les universités aussi, nous avons les grandes facultés qui offrent des formations fondamentales, qui accueillent plus d'étudiants. Donc cette étude révèle en quelque sorte une photographie du système d'enseignement et nous oblige à faire des réglages pour qu'on commence progressivement à améliorer d'abord l'orientation des apprenants vers des filières porteuses, ensuite à améliorer aussi l'offre d'éducation, à commencer par développer plus d'offres de formation professionnelle. Les universités parlent de professionnalisation des filières, des efforts qui se font depuis quelques années, et puis à faire en sorte que ces offres sur les filières porteuses soient disponibles. Vous allez remarquer qu'on a commencé par multiplier les collèges d'enseignement technique, multiplier les lycées d'enseignement technique et professionnel dans plusieurs régions. C'est donc pour répondre à ce diagnostic qui a été fait par cette enquête de 2013. Ok. Eh bien, fidèles téléspectateurs, avant que nous n'abordions maintenant les résultats de la seconde étude qui a fait l'objet de publication tout récemment, on va vous projeter une interview du secrétaire technique permanent qui a eu récemment à entretenir les étudiants sur ce qu'il appelle filière porteuse. C'est quel genre de filière exactement, afin que les parents, les étudiants et en tout cas toutes les parties prenantes comprennent la direction dans laquelle nous devons diriger nos enfants pour qu'ils ne restent pas trop sous les carreaux. Sur l'enseignement supérieur, quels sont les établissements qui sont disponibles, accessibles, ces établissements coûtent combien, quels sont les types de filières qui sont là et ces filières-là, quelles sont les conditions pour y accéder. Donc on doit prendre toutes ces informations, ensuite savoir concrètement ses propres capacités, de quoi suis-je capable, quelles sont les disciplines que je maîtrise et dans lesquelles je peux facilement réussir. Ensuite, chercher les formalités à remplir lorsqu'on choisit un établissement. Et aussi faire attention qu'on s'inscrit dans des filières porteuses pour ne pas faire des études et se retrouver au chômage. Il y a les filières de formation agricole qui sont des filières porteuses. Il y a également le secteur minier qui se développe dans notre pays avec l'exploitation de beaucoup de ressources minières. Donc c'est des secteurs porteurs également. Il y a aussi le secteur de l'informatique et des services liés aux nouvelles technologies. Donc c'est des filières porteuses. Et dans le domaine social, vous savez, il y a également l'enseignement qui est toujours un secteur porteur. On a besoin de beaucoup d'enseignants dans notre pays. On a besoin de beaucoup d'infirmiers et de médecins. Donc tout ce qui est formation dans la santé, formation dans toutes les disciplines qui sont enseignées dans nos établissements, ces formations sont porteuses. On vient de le voir, les filières dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a l'agro, il y a la médecine, il y a l'éthique, c'est de ça que vous avez parlé avec l'étudiant. Effectivement, et je vais encore insister sur le secteur de l'agronomie, parce que près de 40% du produit intérieur brut du Togo provient de ce secteur. Et curieusement, les apprenants n'aiment pas s'orienter vers ce secteur. Et j'ai parlé tout à l'heure du problème de l'offre. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'offres de formation agricole. Donc il y a deux réglages à faire. Il faudrait que rapidement on réagisse en ouvrant plus de centres de formation agricole ou de collèges de formation agricole et puis en orientant les apprenants vers ces filières-là parce que l'avenir de notre pays se trouve dans l'agriculture. Et je crois que c'est ce que les politiques ont compris également en mettant l'accent ces dernières années sur les IFAD par exemple dans les différentes régions. Donc nous devons nécessairement aller dans cette direction. Et souvent quand on le dit, beaucoup d'apprenants n'acceptent pas cela, ils disent mais à quoi ça sert d'aller à l'école pour revenir à la terre? Oui, il faudrait qu'on travaille aujourd'hui, qu'on sensibilise les gens pour qu'on comprenne que non, aller à l'école et revenir à la terre, c'est une bonne démarche si on veut garantir
un emploi demain. Parce que les secteurs que nous qualifions de modernes, le secteur bureautique, le secteur tertiaire vers lequel la majorité des apprenants s'orientent, n'est pas un secteur qui va rester porteur. C'est un secteur qui est de plus en plus saturé. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui de continuer à dire aux jeunes allez prendre des diplômes dans les filières commerciales ou dans les filières de lettres et sciences humaines, etc., pour devenir chômeurs? Donc, vaut mieux de leur dire la vérité. Tout à fait. Là où vraiment il y a de l'espoir, c'est au niveau de l'agriculture. Mais aussi, comme je l'ai dit, de façon générale, les sciences et technologies, surtout les technologies de l'information et de la communication, et aussi au niveau de l'enseignement et de la santé. Parce qu'en principe, l'éducation est à la base de tout développement. Il ne viendra jamais un moment où on n'aura pas besoin d'enseignants. Donc tout le temps, l'État va recruter des enseignants, on va recruter des médecins, on va recruter des infirmiers, des assistants médicaux. Donc c'est aussi des secteurs porteurs. Bien ça. Voilà. Bien, merci, fidèles téléspectateurs. Nous allons maintenant aborder la seconde partie. La seconde partie, c'est quoi? C'est le résultat du rapport de suivi de 2019 sur ce que deviennent les sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais avant que mon invité n'aborde les résultats qui sont sortis, qui ont été ventilés récemment à cet atelier, nous allons suivre à nouveau le reportage de cet atelier qui a été diffusé à la télévision nationale au journal de 20h. C'est en 2019 que sous la coordination du secrétariat technique permanent STP, l'enquête a été menée sur 2806 diplômés, dont 1917 de l'enseignement supérieur et 889 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le résultat de l'enquête de suivi des diplômés de l'enseignement supérieur et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle révèle l'étroitesse du marché de l'emploi au Togo. Cette enquête a également montré que ces sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique n'ont pas les mêmes chances d'insertion sur le marché de l'emploi selon leur niveau d'études, leur diplôme et qualifications, ainsi que selon le genre et le handicap. Les résultats que nous avons par rapport à cette deuxième enquête montrent une amélioration par rapport à ce qui a été constaté au niveau de la première enquête. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire puisque les résultats nous montrent que les apprenants qui sont des filières des lettres et sciences humaines sont toujours les plus nombreux à être confrontés au problème du chômage. Et puis quelques filières également que nous avons identifiées et on croyait que ces filières étaient des filières porteuses, mais se révèlent être en fin de compte des filières qui ne sont pas vraiment recherchées sur le marché. Et les apprenants de ces filières sont confrontés à des difficultés, notamment les filières de secrétariat de direction, donc assistants de direction, les filières de communication, ce qui est tout à fait étonnant, mais bon, c'est ce que l'étude a révélé. Le résultat de l'étude recommande, entre autres, que l'État renouvelle le matériel dans les filières industrielles et qu'une conférence annuelle sur l'orientation dans le supérieur et l'enseignement technique soit organisée. Les autres recommandations vont à l'endroit des écoles de BTS et aux techniciens des ministères, ainsi qu'à la commission éducation à l'Assemblée nationale. Le rapport confirme certains résultats de 2013, mais met l'accent sur d'autres filières auxquelles on n'y a pas pensé. Le professeur va revenir là-dessus. Le journalisme et les filières F1 industrielles dans l'enseignement technique. Alors, professeur, revenez donc sur les résultats et nous allons voir. Pour parler des résultats de cette deuxième enquête de suivi professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur et des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre pays, je voudrais rappeler que nous avons eu cette année à enquêter auprès de 2806 diplômés et répartis en 1917 pour l'enseignement supérieur et 889 pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, en considérant tous les diplômes qui existent dans ces deux sous-secteurs. Alors, il y a d'abord trois constats. Avant de parler des questions d'emploi, de sous-emploi, etc., il y a trois constats qu'on peut noter. Le premier, c'est le retard dans l'obtention des diplômes. On a constaté que les apprenants togolais
accusent un retard allant de 2 jusqu'à 4 ans pour obtenir les diplômes. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça veut dire qu'il y a encore un taux élevé de redoublement à certains niveaux. Qu'il faut considérer, donc des redoublements secondaires éventuellement et des redoublements aussi au niveau des universités, parce que c'est surtout au niveau du supérieur qu'on observe aussi ce grand retard. Certainement qu'il faut repenser un peu le système LMD qui ne permet pas aux apprenants d'obtenir par exemple la licence en 3 ans comme c'est prévu, d'obtenir le master 2 ans après la licence. Donc il faudrait penser à voir quels sont les mécanismes qui freinent encore l'obtention des diplômes à temps par les apprenants. Le deuxième constat, c'est la faible représentation des femmes au niveau des diplômes du supérieur. On constate que les femmes sont plus nombreuses à obtenir des certifications, des diplômes de niveau inférieur. On retrouve par exemple 80% des femmes au niveau du diplôme CFA, certificat de fin d'apprentissage, plus de 80% au niveau du CAP et du BT. Mais lorsqu'on va vers les diplômes de licence et master, on ne trouve que 14% de femmes. Cela veut dire que les femmes sont plus concentrées vers les diplômes de niveau inférieur. Si on considère l'enseignement technique et la formation professionnelle, elles sont nombreuses, elles font 65%. Et au BTS, elles font 49%. Mais au niveau des licences, elles font 21%, au niveau des masters, 14%. Donc vous voyez un peu comment les femmes sont réparties au niveau des diplômes. Elles sont concentrées dans les diplômes de niveau inférieur, elles sont plus faiblement représentées dans les niveaux supérieurs. Le troisième constat est lié au diplôme de BTS, qui est un diplôme qui doit s'obtenir en principe en 2 ans. Mais nous constatons que 5 ans après l'admissibilité, il y a 31% des candidats qui n'ont jamais soutenu leur diplôme de BTS. Cela pose également des problèmes. 5 ans après, 30% ne soutiennent pas. Et on a essayé de comprendre un peu, c'est des questions liées donc, aux difficultés d'obtention de stage surtout. Donc la plupart de ces candidats n'ont pas pu obtenir une place de stage pour pouvoir soutenir leur diplôme de BTS. Ça, c'est des constats que nous avons fait parallèlement à l'étude qui est concentrée en principe sur la situation des diplômés et surtout la situation d'emploi ou de chômage. Concernant la situation d'emploi ou de chômage, on a constaté un taux élevé d'emploi qui va jusqu'à 74% au niveau des diplômés de l'enseignement supérieur et 79% au niveau des diplômés de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc ce qui nous donne un taux de chômage de 24% au niveau des diplômés du supérieur et 18% au niveau des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais il y a des grandes disparités lorsqu'on considère les filières, lorsqu'on considère chaque diplôme et lorsqu'on considère également les spécialités. Si je prends l'enseignement supérieur, nous remarquons que les diplômés des écoles et des instituts